les spécialistes. Les spécialistes avec Honoré Adontui. Accusés d'atteinte aux bonnes mœurs des élèves toujours dans les mains de la police au Togo. L'autre sujet de l'actualité, le port obligatoire des masques, des sanctions sont diversement appréciés dans la masse. Et puis Côte d'Ivoire, après les obsèques du défunt Premier ministre, une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara qui refait surface. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Écoutez la radio Pyramide sur la 105.5 FM Lomé, c'est sensationnel. Jacques Dakouti, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs, auditrices de Pyramide FM. Le week-end? Oui, ça va. Je suis content parce que... Il a ouvert les églises? Oui, mais mon église était toujours restée fermée. Mais bon, l'essentiel est que d'autres sont allés. C'est déjà un pas. J'ai vu Tchakala jubiler le vendredi. Il n'était pas trop d'accord, hein. Il l'a exprimé ici. Oui, mais tu comptes faire, il était là. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. J'ai essayé de prendre la photo, mais ce n'était pas tellement clair pour balancer sur les réseaux, mais tu comptes faire, c'est bon. Jacques Diakouti, journaliste et analyste politique, oui, il a attendu la pêche. Allez, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à toutes et à tous. Il vous a vu? Oui, il a semblé me voir. Vous savez, quand on n'a même pas le moral et qu'on se retrouve en studio avec le président Diakouti, on a toujours le sourire. C'est vrai, aujourd'hui, il m'a suivi certainement sur une radio sœur, la Pyramide. Et mes craintes, je les ai tues. Et je craignais le pire parce que on se connaît dans ce pays. Quand une petite ouverture vient à se faire, vous voyez, les gens utilisent à fond cette ouverture-là. Donc, c'était là ma première préoccupation quand je disais que on n'est pas encore prêt pour ouvrir les lieux de culte et qu'il n'y avait pas urgence. Mais les dispositions qui ont été prises au niveau de chaque mosquée, je parle de mon cas, je parle je prêche pour ma chapelle après tout, et ça m'a rassuré, ça m'a dit que les gens sont quand même conscients que ce soit à l'extérieur de la mosquée qu'à l'intérieur, il y a de quoi être rassuré et vivement que le cap soit maintenu pour que les lieux de culte ne soient pas ces lieux où vont se faire à nouveau des contaminations à grande échelle. Donc, félicitations à tous les responsables des différentes congrégations religieuses. Ils ont pu montrer à nous qui étions sceptiques que on n'a pas de raison de nous inquiéter et qu'ils feront tout pour que d'autres églises puissent être aussi réouvertes. Aléro Tchakala, je rappelle, vous êtes le directeur de la publication de Courrier de la République. Il faut rappeler au passage qu'il y en a qui se plaignent ailleurs. On a parlé du cas du grand marché le vendredi où l'attroupement était, on ne peut plus inquiétant. Donc ça veut dire que la sensibilisation doit continuer. Absolument. L'autre invité en studio c'est Issifou Kenanou. Issifou, bonsoir et bon retour. Bonsoir Honoré. Merci. C'est surtout avec un grand plaisir que je retrouve le studio doré. C'est un déserteur, de Pyramide FM. J'attends donc mon procès devant la cour martiale. Bonsoir aux auditeurs et auditrices donc, de Pyramide FM. Bonsoir confrères. Il y a une bonne ambiance qui m'a beaucoup manqué. Je la retrouve et j'en suis très très heureux. La météo dit quoi? Écoute, il y aura des pluies éparses donc dans l'après-midi ici dans la maritime, tout comme sur l'ensemble du pays où les nuages vont encore flotter longtemps, mais demain ce sera pareil. Voilà ce que la météo dit. C'est quand même avec plaisir que chaque matin vous recevez donc le bulletin de la météo. Voilà. C'est gentil, ça nous permet de voir un peu dans la journée ce qui va se passer. Je suis très très content de ce retour-là parce que l'idée première c'est surtout amener les gens donc à s'inculquer la culture d'accord de la météo. C'est vrai qu'en Afrique on l'a pas, mais ça détermine beaucoup parce que le temps qu'il fait c'est quelque chose de très important et on voit que les Togolais prennent de plus en plus l'habitude de consommer surtout les bulletins qui sont produits et qui restent avant tout des prévisions, d'accord. Et il ne faut pas attendre que ça se réalise forcément, mais il faut avoir la culture.
Et c'est Fou Kenano, directeur de la publication de l'Estrade. Le port de masque est devenu obligatoire au Togo depuis le 9 juin dernier, surtout dans tous les espaces publics. Et des sanctions ont été ajoutées un mois plus tard, notamment le 8 juillet, et surtout concernant les différents marchés du pays. Et on voit que ces sanctions prévoient l'interdiction d'entrer au marché et une amende comprise entre 3 000 et 20 000. Et en cas de récidive, cela passe à 50 000 francs CFA. Est-ce que vous avez déjà des échos depuis que ça a commencé, ces dispositions-là, Aliro? Oui, mais depuis que ça a commencé, je crois que certains sont tombés déjà sous le coup de cette loi, de cette obligation faite à tous de porter les masques quand on est dans des milieux où il y a foule. Et je crois que c'est une très bonne chose, hein. Je ne veux pas me soustraire de cet élan. Nous étions de ceux-là à avoir donné le temps pour que le port du masque soit rendu obligatoire dans notre pays. Et maintenant que nous y sommes, pourquoi encourager ceux-là qui viennent enfreindre à cette mesure-là? Donc, je soutiens fortement cette mesure et je voudrais même que les multirécidivistes soient même, on voit les sanctions être quadruplées. Pourquoi pas? De 50 000, si on peut les porter à 200 et voire plus, 200 000 voire plus, je serais d'accord parce que c'est des gens quand même dangereux pour la société. Et on sait que le port du masque quand même protège, parce que tous ceux avec qui nous nous frottons, on ne connaît pas leur statut. Mais quand on porte le masque, nous-mêmes, nous nous protégeons et on protège ceux-là qui sont avec nous de ce mal. Donc, je soutiens ces mesures. Ceux-là qui ont une fois été sanctionnés avec 3 000 francs payés, si on vient à constater, parce qu'on doit avoir un registre pour retenir les noms de ceux-là qui ont consacré ces manquements et qui sont tombés sous le coup de certaines sanctions. Mais si on vient retrouver 2 fois, voire 3 fois, je crois même qu'il faut aller au-delà. Ces gens, cela mérite qu'on les isole quelque part pour que qu'est-ce qu'ils ne veulent pas de bien aux autres et ils ne veulent pas respecter le port du masque. Donc, vivement que cette mesure-là soit maintenue et s'il faut même corser les sanctions, je suis d'accord. Ailleurs, on ne paie pas 3 000 ou 50 000, hein. C'est 950 € quand vous prenez certains pays du Golfe. C'est en France, ils ont la Non, en France, ça fait 123 ou 123 €. Ils ont l'argent là-bas. Non, mais dans les pays du Golfe, ça fait presque 1 000 € la sanction quand on vous prend. Donc ça veut dire que ici 3 000, certains vont dire que c'est l'argent de combien de bouteilles de diamant, mais s'ils ont suffisamment de l'argent, on n'a qu'à corser pour que ils puissent nous coller la paix, respecter les autres. Jacques, la mesure est appréciée par beaucoup de Togolais, mais derrière l'application, on sent quand même des désertions. Vous voyez sur les feux rouges, on aligne des gens par terre. Et parfois, on apprend que même dans les bars, il y a des descentes. Est-ce qu'on peut manger avoir aussi des masques sous la bouche? Oui, vous savez, quand même, je crois que c'est une sage et bonne décision. Vous savez, samedi passé, j'allais un peu tomber dans les mailles de cette force. Vous savez, j'étais avec ma fille, j'étais au volant, elle était assise à côté de moi. Mais on causait, on n'avait pas porté de cache-nez. Mais c'est une dame qui a été gentille, c'est une policière. Elle s'est approchée, elle a tapé, elle dit, Monsieur Diakouti, mettez votre... J'étais étonné, il dit, mais écoutez, si c'est moi, mon nom qu'on doit citer dans cette affaire, ce n'est pas sérieux. J'ai dit à la dame... C'est pas sérieux de votre part. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vraiment, madame, non, pour ça, tu peux me coller le PV. Là, je vais payer. C'est là qu'elle a dit non, il faut aller. J'ai dit, bon, vraiment, j'étais un peu choqué parce que j'ai vu les médiamans qui étaient là-bas, qui avaient commencé par scanner mon nom, tout ça. J'avais honte. J'ai dit, mais quelque part, c'est nous qui devons donner quand même l'exemple par rapport à cette situation. Si nous-mêmes, on tombe encore au travers de cette loi, c'est pas bon. Je crois que c'est une très bonne chose. Et depuis ce temps, dès que je sors, je mets toujours mon cache-nez, même si souvent je suis seul. Mais je sais qu'être seul, c'est pas souvent conseillé, mais on ne sait jamais. Tu peux tomber
peut-être entre les mains de certains qui ne vont pas comprendre, et ils vont te coller peut-être une amende. Je crois que c'est une très bonne chose si on peut vraiment sensibiliser nos concitoyens à porter les cache-nez avant de sortir de la maison. Je crois que c'est une très bonne chose. Mais on aurait là où, ce que je n'ai pas vraiment aimé hier, au sein des églises, je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau des mosquées, peut-être Kinanou et Tchakala peut nous en dire plus. Mais vous voyez, le monsieur Aboka, il a fait un travail génial hier, mais je n'ai pas aimé une partie où, vous le voyez, il circule au niveau des rangées dans l'église pour voir si les distanciations ont été respectées. Ça, je dis non quand même. Il ne faut pas violer le lieu saint, hein, par rapport à la religion. Et puis, il y a aussi, vous allez voir, il y a d'autres policiers qui circulaient dans les rangées, dans l'église, qui tenaient leur téléphone, leur portable, filmaient. Ça, vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé cette partie. Je crois, si j'avais le numéro de M. Amana hier, j'allais le colonel Amana, j'allais l'appeler pour lui dire non. Ça, c'est trop exagéré. Hein? Ils sont là pour réguler effectivement les entrées, mais pénétrer dans les églises, pour circuler dans les rangées, pour voir si les gens ont respecté les distanciations, je crois que ça, c'est trop exagéré. C'est vraiment exagéré de leur part. Comment ils devaient procéder? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, Tchakala a dit tout à l'heure, du moment où les responsables religieux ont pris les dispositions par rapport au lave-mains, par rapport au cache-nez, et quand vous allez dans les églises, vous allez voir des églises qui faisaient par exemple 400 membres par dimanche, ont dû faire 7 cultes hier, en raison peut-être certains de 30 membres, 50 membres, d'autres ont fait 25 membres, pour respecter effectivement la distanciation. Mais au-delà de ça encore, mettre les policiers, rentrer dans les églises, filmer, hein, voir si... Non, ça vraiment c'est exagéré. Donc il est important que les responsables, c'est-à-dire monsieur le colonel Amana, puissent rappeler à ces agents de sécurité là, à l'ordre. On ne vous demande pas de rentrer dans les églises, mais on vous demande de rester dans les entrées. Même pourquoi on les amène à l'église? On n'en a pas besoin. L'église n'a pas besoin qu'on vienne effectivement leur montrer comment ils vont faire par rapport à la sécurité. Je crois que quelque part... Il faut faire leur boulot. Non, mais c'est ce que je dis. Ils peuvent rester peut-être en dehors de l'église, mais rentrer dans l'église, je crois que c'est pas bon. Moi, j'ai entendu les gens dire, s'ils font ça encore la prochaine fois, il y aura des dégâts. Donc, vous voyez, il faut qu'ils fassent attention. Hein? Je ne refuse pas. Restez dans l'enclos de l'église, mais ne franchissez pas le pas. Vous rentrez dans le sanctuaire, vous filmez les gens pour voir si les gens sont assis, parce qu'un qui nous a dit non, qu'ils veulent faire ça pour faire le rapport. Quel rapport vous voulez faire? Du moment où les gens sont assis, le pasteur est en train de prêcher, et vous allez essayer de distraire les gens en filmant. Vous voyez que vraiment, ça je n'ai pas du tout aimé hier. Je n'ai pas aimé, j'ai appelé 2-3 personnes pour avoir le numéro du colonel, mais je n'ai pas eu. Si ce que j'avais eu son numéro, j'allais l'appeler pour que peut-être il dépêche les gens pour voir ce que ces agents sont en train de faire. Vous pouvez appeler son patron, le général qui peut vous donner ça. Non, mais comme c'est lui qui est chargé, il ne faut pas extrapoler. Donc, au fait... Il peut vous donner le numéro. Non, bon, je n'ai pas voulu aller jusque-là. Et c'est vu que l'autre côté de la question, Jacques l'a pas effleuré. Ce sont les exactions qu'on est en train de constater en chemin. On part en droit dans l'application de cette mesure-là, du port de masque. Alors, je pense que, qu'autant il ne faut pas non plus faire trop de zèle, autant aussi il faut prendre un certain nombre de choses avec beaucoup plus de, on va dire, de sagesse et d'élévation d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que, comme le disait Jacques tout à l'heure, rentrer dans les églises, c'est déjà perturber un peu le culte parce que les gens sont censés être concentrés. Quand vous rentrez dedans, et à plus forte raison, vous tenez les téléphones pour des rapports. À partir même des costrats, des fenêtres des églises, c'est ouvert. Vers la porte déjà, on peut noter ce qu'il y a dedans. Alirou Tchakala fait une remarque tout à l'heure qui est très pertinente, que j'ai appréciée. C'est vrai que dans les églises qui ont été ouvertes, il y a eu des discussions avec les gens. On leur a expliqué que c'est normalement eux qui sont les pilotes de la réouverture prochaine, totale, donc des lieux de culte, et les gens ont donné leur parole. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. C'est là où je parle d'élévation d'esprit. Maintenant, on peut faire des constats à distance, comme je le disais tout à l'heure,
et on rappelle les gens à l'ordre en réunion restreinte. Comment on l'a fait pour commencer? Parce que normalement, après, il faudra faire le point. C'est au moment où on va faire le point qu'on va essayer donc d'énumérer les insuffisances que l'on a notées pour passer à une nouvelle étape. Je pense que c'est cette démarche pragmatique que les gens ont voulu adopter. Mais ça, c'est du zèle qu'on fait parce que on sait très bien que chacun dans sa commune, dans sa zone, essaye de faire respecter les mesures. Mais ce que j'ai noté, que je déplore, c'est qu'au niveau de certains responsables, j'ai l'impression que c'est comme si c'est une course, c'est comme si c'est une concurrence pour des gens de dire chez moi tout se passe tellement bien. Comme vous le dites, il y a eu certaines manifestations, ne serait-ce que des mariages dans certains quartiers, où on a vu des maires défiler, faire des va-et-vient, menacer des gens et aller même jusqu'à demander à ce que peut-être on empêche que les manifestations aient lieu. Je suis désolé. Alors qu'à côté, d'autres ont fait les mêmes manifestations, il y avait des agents qui les assistaient, mais qui ne sont pas allés les empêcher de le faire. Or, vous savez, nos mariages coutumiers religieux, souvent, comment ça se passe? C'est du désordre total. Bon, donc, je pense qu'il faut essayer donc de faire beaucoup preuve de discernement et de faire en sorte que même dans l'application des mesures, qu'il n'y ait pas trop d'exactions. On a vu un peu le coup-feu, ce que ça a entraîné. Le fossé va toujours se creuser et normalement, la pédagogie qui est derrière donc les mesures est faussée. Parce qu'il ne faut pas mettre la répression sur le pas donc, du discernement. C'est ce que je voulais dire. Il faut faire confiance aux gens. Les leaders religieux savent très bien que c'est... En fait, ils perdent beaucoup aujourd'hui dans la sensibilisation des masses. Et on peut même les associer dans le lieu de culte. Je pense qu'on peut ouvrir les cultes avec la sensibilisation, les refermer avec la sensibilisation. Donc ce sont des partenaires aujourd'hui de la sensibilisation, de la pédagogie, qu'il ne faut pas frustrer. Voilà ce que je peux dire. Allez, pour clore ce débat, on va aller en Oui, justement, vous parliez tantôt de certaines exactions qui auraient eu... Oui, on a vu des gens sous les feux rouges obligés on a contraint de s'asseoir par terre, alignés comme des prisonniers. Les policiers, c'est après tout des humains qui doivent rendre compte de ce qu'ils font. Mais il y a une certaine volonté de narguer ces policiers-là. Parce que j'ai été témoin de certaines situations qui ne me plairait pas si j'étais à la place de ces corps habillés. Les gens, ils ont leur bavette, ils ont leur chose, ils les tiennent, ils viennent, ils passent, ils sont à deux sur la moto, ils ne veulent pas les porter, mais on sent cette volonté-là de mettre en mal le dispositif, de mettre en mal la loi. Donc face à de telles situations, de tels comportements, je crois qu'il faut souvent leur montrer que non, force doit être à la loi d'abord. Donc je crois que c'est par rapport à ça que certains sont obligés de montrer à ces gens-là qui ne veulent rien respecter que nous sommes là pour vous, pour votre santé, pour votre intégrité. Donc, nous allons par moment vous pincer un tout petit peu pour que la prochaine fois, vous ne soyez pas aussi laxiste. Maintenant, s'agissant de... Je crois que avant d'aller dans ces lieux de culte, de faire le show, tout ça là, il y a là où les gens vendent du chouk, les gens boivent le bouillon de varan. C'est là où ça grouille de monde. Ils n'ont qu'à aller là-bas et qu'ils laissent les églises. Moi, j'étais très suspicieux. Je me dis que le ministre de l'administration territoriale n'avait pas droit d'ouvrir. Mais ce que j'ai pu apprécier, mais ça m'a reconforté par rapport à ce que j'ai entendu de la part du président Diakouti la dernière fois, qui me dit que c'est des gens quand même responsables. Et j'ai pu. Ma mosquée était complètement transfigurée. Les tapis ont été enlevés. On a pris des chacatombes pour délimiter les choses. C'est contraire à la pratique religieuse chez moi. Mais par rapport à ce mal, mais aux grands mots, les grands moyens. Donc, il y avait cette mesure de distanciation. Donc, je crois que Aboka et les autres maires qui s'adonnent à ce show, à ce bling-bling-là, n'ont qu'à aller voir ailleurs. Il y a des gens qui boivent tranquillement leur chouk, agglutinés. Il y a des gens qui boivent leur soupe de varan, faisant du bruit sans bavette. Ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est là qu'il y a péril. Non, justement, ça pose un problème de discipline quand même au niveau des Togolais. Comme Alirou Tchakara le disait tout à l'heure, je pense que derrière les mesures barrières et la situation donc d'urgence sanitaire qui a été décrétée, c'est une belle occasion aujourd'hui, d'accord, pour amener les gens à se discipliner. Et il faut voir aussi cet aspect derrière les choses. Et comme on le dit, il faut investir tous les lieux où en réalité il y a désordre pour qu'il y ait équilibre. Parce que ce qui se passe là,
Ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je suis dans un quartier où ça pullule. Vous passez un soir là, les gens sont sous le pot de tchouk, ils jouent, ils dansent. Comme pour dire, bon, tout ce qui se passe là, on s'en fout. Alors que je pense que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, faire respecter la mesure est de mise parce qu'en réalité, il y a un problème de pédagogie, de discipline qui se pose. C'est vrai que ce que vous soulignez, Honoré, c'est qu'il y a la dignité de la personne humaine. Voir les gens donc assis par terre, vous voulez relever cet aspect où c'est dégradant pour lui-même. Mais je pense que c'est nous-mêmes qui devons nous faire respecter. Ce qui se passe aussi là, il faut le rajouter quand on voudrait bien sûr éviter la contamination et qu'on met encore les gens ensemble. Oui, c'est vrai que les agglutinants encore par terre, ça on crée un autre problème. Il y a le paradoxe dedans. Oui. Je suis parfaitement d'accord. C'est ça aussi ce que je disais, le discernement, c'est-à-dire que dans l'application des mesures. Vous savez, c'est un commentaire long, on ne va pas en finir. Je préfère dire que, comme je le disais tout à l'heure, la pédagogie doit être de mise partout. Et même avant d'introduire les choses, on n'a pas pris le temps d'expliquer. C'est vrai, il y a une sorte de sensibilisation qui a été faite. Mais quand vous avez des gens qui, à un moment donné, je le dis souvent quand on mène les analyses et les débats, les gens pensent que en le faisant, c'est pour marquer leur rejet et leur mécontentement. Vous voyez un peu leur, disons, ras-le-bol, leur état d'âme, leur ressenti qu'ils ont vis-à-vis de l'autorité. Non, il s'agit de notre bien-être ici. Non, mais Honoré, vous savez, quoi qu'on dise, il faut quand même qu'on dise à nos compatriotes au fait que c'est leur bien de porter les masques quand ils sortent de la maison. Je ne sais pas, je vous avais raconté une anecdote ici. Un jour, j'étais sorti en ville et vous voyez le feu route d'Atikoumé, le rond-point au niveau d'Atikoumé là-bas. Il y avait un monsieur qui avait mis son casque sur le guidon. Et le temps de démarrer, le casque est tombé et le casque a roulé jusqu'à les policiers qui s'arrêtent souvent vers Akosombo là. Le casque est allé vers là-bas. Il va aller le chercher. Faut-il aller chercher le casque, les policiers, ou bien faut-il partir? Ouais. Non, quelque part, vous voyez, il est important. Comment ça s'est terminé? Non, mais tout le monde, les gens ont commencé par rire. Non, mais en plus, le danger là-bas, quand il se met en situation de stress, il est mélangé et il va créer encore du grabuge sur la route. Les gens commencent pas à rire, Honoré. Mais je crois que quelque part, c'est pour notre bien. En fait, quand on met les casques, c'est pour notre bien. C'est pas pour le bien d'un policier aussi. Oui, j'ai vu aussi une vidéo extrêmement... Brièvement. J'ai vu une vidéo extrêmement choquante qui circule. C'est quoi avec Jacques Dakouti? Non, les gens se sont retrouvés sous le son des cascagnettes, des trucs là que... Et Corona Zewa, tout ça là, c'est extrêmement grave. Donc, les gens restent inconscients. Le mal il est là, Corona Zewa, non, allez-y, faire autre chose, porter. Mais ils n'avaient même pas porté de bavette, ils étaient là serrés les uns contre les autres, comme ils étaient dans une boîte de sardines, et puis ça entonnait la chanson avec tout le jeu de salive qui pouvait sortir. Corona Zewa, non, soyez un peu plus sérieux. Le mal il est là. C'est pas eux, mais c'est les autres naïfs qui vont être contaminés par la bêtise qu'ils font. L'autre sujet de l'actualité, c'est en milieu scolaire, la dépravation sexuelle. Une dizaine sur la quarantaine d'élèves appréhendés le jeudi restent toujours entre les mains de la police. C'est par rapport aux images érotiques qui ont circulé il y a 2 semaines. Ici, il faut très attaché à l'éducation. Mais aujourd'hui, le débat est posé. Faut-il les arrêter? Comment ça s'est fait? Ou passer à autre chose pour vraiment juguler ce mal-là? Non, je pense que le problème, il est très vaste. Il est beaucoup plus au-delà de la simple arrestation. Mais je pense que dans cet acte, dans cette réaction des autorités, je suis l'un de ceux qui ont plaidé très tôt pour qu'un signal fort soit envoyé, pour que les gens se rendent compte de la gravité des actes qu'ils ont posés. Et c'est toute la morale qui est à terre et nous sommes tous concernés. C'est pour ça que je dis le débat il est très vaste. Si on le prend, ça touche tous les aspects. Mais je pense que la sanction doit être aussi à la mesure de l'acte posé, comme ils sont en train de le faire, pour que ça serve d'exemple. Parce que là où les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la chose, parce que j'ai entendu des gens dire, tous à notre âge, on a fait des choses, je suis désolé. Le problème que ça pose aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez, les enfants là ne se rendent pas compte que demain, vous postulez pour un poste, une enquête de moralité vous élimine très rapidement. Donc c'est des cas sociaux qu'on est en train de fabriquer comme ça. Derrière aussi, quel est le problème que ça pose?
Ça pose le problème aussi de la responsabilité parentale. Ça, c'est un grand débat. On en a tellement mené qu'il faille aujourd'hui que tout le monde se rende compte que si je ne prends pas des dispositions pour que l'éducation de mes enfants soit assurée pour ne pas les retrouver dans ce genre de situation, il y a d'abord mon nom, vous comprenez un peu, et il y a moi-même ma quiétude qui est ébranlée. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des va-et-vient entre la prison et la maison pour cet enfant qui est là-bas. Vous voyez un peu le stress que ça va poser sur la famille, la dislocation même de la communauté. C'est des noms que les gens portent. Nous sommes fichés par rapport à des noms. On vient de quelque part. Salir nos noms comme ça, je parle par rapport de l'éthique. Ce que ça pose. Et plus loin maintenant, c'est que c'est un problème aussi d'insécurité, on va dire, morale dans les établissements scolaires. Parce qu'il y a un enfant qui, lui, peut-être n'a pas le téléphone portable, finalement, c'est peut-être pour sa sécurité. Les autres qui ont les téléphones parce que certains ont plaidé pour que les enfants puissent jouir de leur liberté, j'ai dit quelque part que nous avons fait vite de basculer dans le libertinage. Et la société de liberté que nous avons voulu construire finalement se révèle un danger public pour nous-mêmes. Et donc je pense que cette réaction que les autorités ont affichée aujourd'hui est bien dans la mesure où elle va décourager d'autres formes de pratiques aussi qu'on ne voit pas encore. Ça, c'est ce que nous avons vu. Derrière, qu'est-ce qui est caché? Et puis, il y a cette génération de jeunes qui viennent aujourd'hui où on court un peu après le gain facile et l'argent. Parce que ces vidéos-là alimentent quand même certains espaces où d'autres se font de l'argent. C'est ce que les gens oublient. On va encourager les gens à y aller, on leur donne des substances, qu'est-ce que je vais dire, des substances psychoactives qui amènent les enfants dans d'autres sphères. Parce que une fois, deux fois, on a franchi le Rubicon, c'est difficile donc de faire marche arrière. Donc derrière, vous voyez, c'est la drogue, l'alcool, tout ça là qu'il faut décourager. Donc je pense que le paquet d'actions doit être mené sur tous les plans pour en même temps, au travers donc de cet acte-là, arriver à décourager d'autres ouvertures que cela peut créer. Donc je pense qu'on y est et il faut aller. Et Chaki Diakouti, le débat est posé. Il y en a qui estiment qu'on ne doit pas les arrêter. Bon, je crois que, vous savez, ça fait quand même pitié. Et c'est triste de voir, franchement, quand on était de ceux qui ont quand même plaidé pour que les enfants là soient sévèrement sanctionnés. Mais le jour que j'ai appris que la police a fait une ronde pour arrêter les enfants là pour les amener à la brigade, j'avais un peu le cœur serré. Parce que vous savez, nous sommes des parents après tout. Et nous sommes exposés à tout. Comprenez? Voir votre enfant dans cet état-là, je ne vois pas quel parent sera vraiment content et heureux de voir son enfant dans cet état. Donc, qui nous disait tout à l'heure, la responsabilité des parents. C'est vrai, il y a la responsabilité des parents qui est en jeu et la responsabilité également de ceux qui sont en train d'éduquer ces enfants. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Parce que, quoi qu'on dise, vous savez, moi je ne pense pas que ces enfants-là se sont levés comme ça pour commencer par poser ce genre de vidéos. Peut-être qu'ils ont pris quelque chose. La drogue, certainement que la drogue a passé par là. L'alcool. L'alcool et la drogue ont passé sûrement. Hein, les enfants là, ont pris ces choses-là avant de commencer par filmer. Et l'autre aspect également qu'il ne faut pas ignorer, vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui se développe aujourd'hui à Lomé. Les enfants là qui ont un peu les parents qui sont aisés, les enfants là chipent souvent l'argent de leurs parents. Et ils vont louer des villas quelque part. Hein, et allez-y voir ce qui se passe au sein de ces villas avec ces enfants. Vous voyez? Donc, je crois que c'est vraiment un truc un peu vaste. Et il est important aujourd'hui que nous tous nous sommes dedans. Parce que tu es avec ton enfant à la maison. Bon, l'enfant, tu l'appelles. Papa, il vient, il est docile. Mais quand il sort, il devient autre chose. J'ai un ami de quartier. Son enfant est revenu de l'école. Il m'a appelé, je suis allé. Il dit de venir voir quelque chose. Je suis allé. Il a pris le sac de son fils. Vous savez ce qu'il a sorti? Il a sorti 2 paquets de cigarettes dans le sac scolaire de son enfant. Le papa n'a jamais fumé. La maman aussi n'a jamais fumé. Ni les descendants de cette famille, aucun n'a jamais fumé, selon ce qu'ils m'ont dit. On a demandé à l'enfant, il dit non, que c'est son collègue de banc
qui lui a donné la cigarette, d'aller essayer. Et quand tu essaies, quand tu apprends, tu retiens que ça ne sort pas de ta tête. Vous voyez? Donc c'est des choses, quelque part, la responsabilité des parents. Lorsque votre enfant quitte la maison et lorsque l'enfant revient à l'école, il est de votre ressort de voir, de fouiller le sac de cet enfant. Vous qui avez acheté les Android pour vos enfants, hein, quand l'enfant revient, il faut quand même voir qu'est-ce que l'enfant fait avec le portable. Qu'est-ce qu'il regarde dans ce portable-là. Il est important que les parents le fassent aussi. Donc, je vais finir avec la responsabilité également. Je voulais parler des surveillants d'école. Il est vrai que souvent, certains surveillants se plaignent, parce qu'un surveillant nous a dit une fois qu'il a surpris une fille qui était en train de regarder, c'était le cours, hein, et la fille était en train de regarder les films porno, hein, sur son portable, quand le professeur était en train d'administrer le cours. Et quand il a abordé l'enfant, et il a parlé, finalement, le surveillant a dit que le problème là le dépasse. Et le lendemain, l'enfant est revenu à 20 000 tendre au surveillant, et finalement c'est fini. Et l'enfant est devenu ami du surveillant. Il est venu tendre 20 000 au surveillant. Pour payer. Vous voyez la cupidité également de ces gens. Oui. Donc c'est pour vous dire quelque part, c'est un réseau. Donc il est important. C'est vrai que l'acte que les enfants là ont posé, c'est pas. Kenan nous le disait tout à l'heure. Quoi qu'on dise, l'avenir de ces enfants là au Togo, il faut reconnaître que c'est l'avenir les sombre. C'est l'avenir de ces enfants là. Et surtout comme c'est des filles, si on ne sait pas faire, si on ne sait pas bien les encadrer, vous allez voir que ça sera des suicides en cascade au niveau de ces enfants. Donc, allons avec tact par rapport à cette situation. Aidons les enfants là à reconnaître l'acte qu'ils ont posé. Et vous savez, la meilleure conversion dans la vie, c'est le fait que tu reconnaisses que l'acte que tu as posé, l'acte là est ignoble. Et que tu te repentes, tu te dis, j'abandonne, je ne vais plus faire. Mais les laisser en prison, les jeter en prison, lorsqu'ils vont sortir de la prison, je vous assure que c'est des enfants qu'on ne pourra plus récupérer. Quoi qu'on dise, on ne pourra plus les récupérer. Allez-nous, dans ce pays, on nous a fait savoir que les téléphones sont interdits à l'école. On se rappelle c'est le temps de ministre Tchakpele, en 2018, si je me dis 2019. Aujourd'hui, c'est avec ces téléphones-là qu'on fait tout à l'école. Qui a finalement laissé passer? Oui, malheureusement, nos établissements scolaires sont poreux, comme nos frontières le sont, et au-delà même du portable, c'est la drogue qui circule un peu partout. Vous allez me demander comment est-ce que la drogue fait pour intégrer ces milieux scolaires où les enfants, sous forme de sandwich, de ce qu'on appelle toffee que nous avions consommé quand on était petit, maintenant on les transforme sous une autre forme où les enfants s'en les délectent. Donc je crois que cette situation qui est arrivée dans ces milieux, il y a lieu de dire qu'il y a amalgame. Les gens un peu exagérés dans les vidéos qu'ils ont relayées. Il y a des vidéos qui ne relèvent pas de notre pays. Le Bénin. Ici, il y a eu des danses, des signes et tout ça, mais les enfants ne sont pas allés loin tel qu'on nous le fait croire. Cette vidéo où on voit des élèves en tenue faire certains actes obscènes, ça ne vient pas de nous, c'est pas de nos établissements. C'est vrai, les enfants ont dansé, les enfants ont fait des gestes, c'est ça. Les enfants ont fait des danses avec des seins, les gens se sont tripotés. Mais les actes que nous avions vus dans certaines vidéos qui ont circulé, c'est pas du Togo. Je tiens à mettre chose. Maintenant, ces enfants ont été arrêtés. Et la façon dont les appris, on leur a demandé que non, il y a les commis de certains ministères qui veulent échanger avec ces enfants. Parce que quand ça avait commencé, là, les élèves qui ont été reconnus comme tels, reconnus sur les vidéos, on leur a donné cette interdiction formelle d'arriver. Maintenant, le jour où on devrait les prendre, on a dit que c'est pour des échanges avec eux. Ils viennent, on les embarque. Là, c'est une torture d'abord. Maintenant, en deux, vous voyez, depuis jeudi dernier, ces enfants-là sont toujours dans certaines brigades. Aujourd'hui, on les circule par là. Et j'ai appris même qu'on allait leur montrer la prison civile, que c'est ici qu'ils vont atterrir. Est-ce qu'il peut y avoir plus grande torture que ça? Dans la vie de tout un homme, on a une fois eu à basculer.
mais il faudrait qu'on leur accorde une seconde chance. Vous savez, les grands de ce monde, les grandes stars, toutes les fois qu'on leur tend le micro pour qu'ils parlent de leur succès, ils disent que non, ils saluent tel qui a eu cette hauteur-là de leur accorder une certaine chance, une seconde chance. Maintenant, qu'est-ce que nous inculquons à ces jeunes-là qu'on a pris, qu'on torture, qu'on trémane un peu partout? Que nous, les grands, nous ne sommes pas tolérants. Le sens de l'intolérance, on est en train de leur inculquer cela. Et c'est pas sérieux, c'est vrai. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Mais est-ce qu'il faut les condamner comme ça? Si on les envoie en prison, demain ils vont ressortir. Est-ce qu'on pourra les récupérer? On pourra récupérer ces 12 êtres qui, sous le coup peut-être de la foule ou bien de certains trucs, ont eu à basculer pour un temps. Donc, montrons à ces jeunes qu'on a pris que c'est vrai, nous vous avons à l'œil. La prochaine fois que vous allez commettre des choses, des délits moins que ça, vous aurez affaire à nous. Mais on leur a assez tiré les oreilles. C'est des gens qui sont souvent dans des classes d'examen, parce que c'est des gens qui sont en train de fréquenter. Maintenant, on est en train de les condamner de cette façon-là. Mais montrons-leur que oui, vous êtes nos enfants, vous êtes nos petits frères. Partout où vous serez, si on a cette intention de vous mettre la main dessus, on va vous avoir. La preuve, c'est que vous êtes dans nos mailles. Nous vous avons. Mais le sens de la tolérance, il faudrait qu'on leur inculque. Il ne faut pas quand même qu'on les pince jusqu'au sang. Moi, je souhaiterais que depuis jeudi jusqu'à ce jour, je ne sais pas la suite qu'on va donner, mais envoyer ces 12 êtres-là en prison pour de pareils actes. Je crois qu'on montre à ces jeunes-là que certaines fois, nous-mêmes, nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que la faute, c'est pas la première faute, c'est pas à ces enfants, c'est d'abord à nous. Ils ont eu leur portable. Vous savez que les portables sont interdits. Mais pourtant, nous, parents, avions acheté des portables à ces enfants. Et ces portables sont retrouvés à l'école. Ces portables sont retrouvés à l'école où il y a les surveillants, il y a tout. Donc, franchement, je souhaiterais quand même, on a montré à ces gens-là, à ces jeunes êtres, que nous vous avons à l'œil, mais qu'on les relâche. La torture a assez duré. Qu'ils aillent reprendre avec leur cahier, puisque bientôt ce sont les examens qui auront lieu pour eux. Et c'est fou? Non, parfaitement d'accord pour une seconde chance. Parfaitement d'accord aussi pour dire que la sanction est peut-être disproportionnée. Mais ça pose un problème. Quand je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le temps ne permet pas d'aller en détail, mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous avons du travail et à refondre totalement nos sociétés. On a incriminé certains acteurs de l'éducation, à savoir les formateurs. Aujourd'hui, dans nos établissements, qu'est-ce que nous avons comme formateurs? La morale est totalement à terre à tous les niveaux. Même nous, comme le disait Alirou Tchakala tout à l'heure, les parents, les responsables de ce pays, combien sommes-nous à être exemplaires? Le mensonge est souvent, c'est-à-dire étalé, disons, en showbiz, sur les antennes où vous voyez des responsables mentent aux gens. Vous voyez, quand vous avez une société qui souffre de tant de maux, vous ne pouvez que vivre à la base ce que nous sommes en train de vivre. Donc, je pense que quand j'incriminais tout à l'heure la responsabilité parentale pour moi, ce ne sont pas seulement donc les parents immédiats de ces enfants, mais parents que nous tous nous sommes, à commencer par la première autorité de ce pays, en ce sens que normalement, nous avons besoin aujourd'hui de fabriquer de vrais modèles pour nos enfants. Il n'y en a pas. Mais nous n'avons pas de modèle au Togo. Les modèles que nous avons au Togo, quand vous suivez, il y a toujours une fausse note. Non, ce que je dis, c'est très très important parce que nous ne travaillons pas pour la postérité en fait. Vous voyez, les carrés de privilèges, d'espace, d'accord, que nous nous construisons le plus souvent, c'est pour notre propre confort et uniquement que pour notre seul confort. Sinon, quand on a dit qu'il n'y avait plus le bâton à l'école, vous voyez comment le débat là a évolué. Je suis peut-être d'accord qu'on trouve donc des moyens coercitifs, des moyens de substitution en termes de sanctions, mais qu'est-ce qu'on nous a proposé? Le téléphone est venu. Comment est-ce que dans ce pays, le téléphone est revenu à l'école? C'est peut-être des gens nantis qui ne pensent, vous voyez, qu'à leur confort, qui disent non, mais mon enfant, il mérite d'être à la pointe de la technologie pour lui faire plaisir à cet enfant parce que je ne suis pas à la maison pour m'occuper de son éducation. Pour le calmer, il faut que je lui offre le téléphone dernier cri. Et ce sont les gens qui
on a appris même que dans certains établissements, des chefs d'établissement ont été menacés par rapport à cette histoire de téléphone. On n'a pas vu le danger, jusqu'où cela peut porter. C'est pour ça que je dis, l'acte qui a été posé, la réaction derrière a un champ et une portée telle que s'il faut le pulcher, quelque part vous allez trouver donc des niveaux de responsabilité. Donc ces enfants, c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, il y en a 40. Pourquoi c'est seulement ces 12 qui sont là? On parle de 11 précisément. On parle de 11. Alors pourquoi c'est seulement ces 11? Et si c'est ces 11, est-ce que le temps ne suffit pas aujourd'hui pour qu'on dise, OK, on les ramène pour avoir des discussions sérieuses et les amener plutôt à être porteurs de la bonne nouvelle auprès des autres que de continuer en termes de sanctions alors que les examens pointent à l'horizon. Donc ce que je dis, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. S'il coule, nous coulons avec. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, les modèles, il faut les fabriquer. Nous en avons besoin au Togo. Et ça, on peut en trouver. Il ne faut pas aller chercher loin. Quand je parle de modèle, vous avez quelqu'un qui est un jeune, qui suit son papa au service tout le temps depuis que le confinement a été décrété. Le papa, c'est un simple tapissier quelque part. Mais cet enfant assidu accompagne papa, apprend les défis de la vie. Il apprend à voir comment papa souffre pour ramener à manger à la maison. Cet enfant, je suis sûr que son comportement demain à l'école serait autre que celui-là qui a le téléphone parce qu'il y a le confinement dans sa chambre. Il a toutes les chaînes câblées du monde. Il regarde ce qu'il ne peut même pas regarder puisque sur les chaînes que nous avons aujourd'hui, le code parental, les enfants les détiennent, on a accès à des contenus qui ne sont pas conseillés. Donc il faut faire extrêmement attention. Et nous brièvement, pour que... Nous sommes victimes de la modernité, de la high-tech et tout ça là. Il y a une vidéo, je reviens toujours là-dessus parce que j'en suis accro, un jeune comme ça, la dame, ça se passe en France, mais on peut transposer ça sur le cas ici. La dame, la domestique, elle venait, elle a fait le ménage et par inadvertance, son pied a enlevé le câble de la connexion et l'enfant n'était plus connecté. Il a tapé la bonne, il lui a donné la mort. Il est en train de faire des trucs sur son Wi-Fi et à un moment, sa petite sœur est venue pour le perturber dans son élan, il l'a tué. La maman vient pour chose, il l'a tué. Et maintenant, il était pris. Quand on est venu pour le prendre après avoir commis tous ces forfaits-là, il était serein, il continuait toujours par jouer parce qu'il y avait la connexion. Maintenant, on vient le prendre, on l'amène au commissariat, on veut le déposer quelque part. Et la première question qu'il a eu à poser, est-ce qu'en prison, est-ce que lui, il peut avoir le Wi-Fi? Vous voyez un peu ce que l'abdiction, l'addiction, oui. C'est un autre phénomène qu'il faudra combattre. On passe. Avant, moi j'ai fait la TVT, j'ai fait le service des programmes, mais vous visualisez tous les films que vous voulez passer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus véritablement le cas, on voit des trucs... Vous voulez passer, et puis vous coupez les parties, vous notez ça, on coupe les parties qui ne sont pas permises. On met un tampon, on coupe, on refait le montage. Là, c'est un cas de VHS. Oui, mais maintenant, il n'y a plus ça. Vous livrez tout ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc, vous voyez un peu, ne blâmons pas ces élèves et ces enfants. Donnons-leur une seconde chance. Montrons-leur que nous sommes adultes, mais nous sommes tolérants. Mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Sinon, les sacrifier comme ça, les humilier, les torturer, les amener, que non, vous allez vous retrouver en prison. Je crois que l'overdose de la sanction est dépassée. Jacques, je ne crois pas que les enfants là iront en prison. Mon souhait, c'est qu'ils n'aillent pas en prison. Je crois que, vu même ce qui s'est passé, vous avez vu comment on les a exposés sur les réseaux sociaux. C'est déjà assez. Et vous savez, pour ces enfants aujourd'hui, au niveau des quartiers, je vous jure que ces enfants-là, pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui, ça sera difficile. Partout, les enfants là vont passer, que ce soit même à l'école. Si les enfants là veulent prendre aujourd'hui les bus ou bien les taxis, les motos, je les regarde qu'ils devront justement. Donc je crois que ça, il faut, moi je serai à la place par exemple du gouvernement ou bien ceux qui ont arrêté ces enfants, il fallait d'abord chercher un psychologue pour écouter ces enfants. Il faut les écouter. Pourquoi vous avez posé cet acte-là? Un psychologue devait travailler avec ces enfants, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et après maintenant on pourra aller à l'acte 2. L'acte 2 maintenant, on pourra, ceux qui peut-être, vous savez, certains vont se dire qu'ils n'ont rien à foutre dans cette affaire, donc peut-être c'est à eux maintenant de chercher une sanction. Mais les amener comme ça, je vous jure que quelque part, moi j'ai peur. J'ai peur surtout pour la suite. Si on ne suit pas vraiment ces enfants, il ne faudra pas que ces enfants-là se suicident après, qu'on puisse les libérer et que ça crée encore de non-problèmes. Vous allez voir des gens,
quand ils seront seuls à la maison, ils seront tentés de prendre un produit et se dire que bon, s'ils meurent, c'est mieux pour eux de pouvoir encore vivre sur cette terre. Donc faisons vraiment attention. C'est vrai que l'acte qu'ils ont posé, c'est un acte ignoble, et personne sur cette terre ne sera content par rapport à l'acte que ces enfants-là ont posé, mais une fois encore, vraiment, ramenons ces enfants-là à la maison et sont de leur parler avec leurs parents. Alors, d'autant plus important parce que le plus souvent, quand vous brandissez des gens comme ça dans notre monde d'aujourd'hui, ça peut créer d'autres émules. Et il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça qu'autour de ça, justement, il faut qu'il y ait vraiment des soins et de la pédagogie. Certains enfants, voyant ça, vont voir peut-être en ceux-là qu'on est en train d'exposer aujourd'hui des héros. Et vont peut-être, c'est-à-dire que vouloir s'illustrer aussi, prendre le relais. C'est très très dangereux le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour créer, c'est-à-dire que des mauvais héros, c'est très très rapide, mais pour avoir des modèles, c'est difficile. Donc quand vous avez des gens qui tombent, c'est-à-dire que sous le coup de ce genre de situation, comme Jacques le disait tout à l'heure, il faut faire un travail derrière le mur en amont, avant de les sortir et les exposer comme ça. Parce que, comme le disait quelqu'un, il y a eu surexposition de ces enfants et que quelque part, forcément, le résultat n'est pas forcément ce que nous allons obtenir. Et il faut faire extrêmement attention. Le psychologue, ce n'est pas encore trop tard et il faut y aller très rapidement. Oui. On va finir cette émission avec la Côte d'Ivoire, un pays que Jacques connaît très bien. Ouattara, il a déjà enterré son dauphin et il a envie d'un autre mandat. Le troisième. Est-ce qu'il pourra, Jacques? Non, vous savez que Ouattara avait préparé ça. Hein. En quoi cela vous étonne? Ah bon? Oui. Il savait que Gonclouba allait mourir? Mais Ouattara avait le carnet de santé de Gonclouba. Il savait quand il allait mourir? Il savait. Il a pris? Mais tenez-vous bien, le jour qu'il choisissait même Gonclouba, vous vous rappelez, au stade, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si jamais Bédier se présentait, il allait se présenter, alors qu'il avait déjà choisi Gonclouba. C'est pour vous dire que c'est des... Moi, je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent autour de sa candidature. Tout était déjà ouvert que Ouattara allait se présenter. C'était clair. Je ne sais pas, peut-être que la circonstance de la dernière minute qu'il va le faire changer d'avis, parce que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez les seigneurs de guerre de gauche à droite qui s'agitent aujourd'hui, à moins que ceux-là peut-être commencent par monter les décibels, sinon Ouattara en passe encore de remplir. Il prend quelqu'un qui n'est pas en bonne santé et être sûr qu'il n'allait pas passer. Non, mais deux personnes qui se connaissent très bien, c'est pas quand même étonnant ce que Jacques Diakouti est en train de dire et ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais un politicien, il reste toujours un politicien. Mais c'est un peu méchant là. Mais un politicien, c'est avant tout un méchant. Hein. Pour accéder au pouvoir, non, ce que je dis, c'est important. Bien sûr, c'est vrai. Un politicien, avant d'accéder au pouvoir, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez faire. Pour arriver au pouvoir, c'est pas facile. C'est pour ça aussi que pour en partir, c'est pas facile. Déjà, il faut que les gens consomment ce nouveau mandat d'Alassane Ouattara avant de chercher les voies et moyens pour l'en dissuader. Et d'autant plus que là où c'est dangereux, la Côte d'Ivoire étant passée par ce que nous connaissons, c'est intenable. Moi, qu'est-ce que cela souligne tout simplement pour les pays francophones? C'est l'échec de la transition démocratique que nous n'avons pas réussi du tout parce que quand l'avènement de la démocratie était arrivé, les gens auraient pu donc faire de la démocratie que de faire du multipartisme. Parce que le multipartisme a amené quoi? A amené le sectarisme et le repli des communautés les unes sur les autres. Pourquoi? Parce que le leader politique, on le suit parce qu'il est de son village, de sa région finalement. Ça a solidifié donc tous les terreaux, donc disons de tribalisme, de régionalisme que les gens n'ont pas voulu. On a juste donc légitimé ça par le semblant de démocratie que nous avons fait et aujourd'hui on est là-dedans. On choisit le dauphin parce qu'on sait très bien qu'il a un talent d'Achille qu'on peut activer et vous avez même le fusible qui doit sauter à côté de vous. Vous le savez que si vous ne faites pas attention, voilà le fusible qui saute. Donc, celui qui a la tête, qui est au perchoir, qui tient encore les leviers, c'est parce qu'il est en train d'alimenter, disons, on va dire, les sources d'énergie potentielles, d'accord, qui peuvent le maintenir ou bien le descendre, sans oublier donc le jeu, souvent de la métropole, qui ne s'est jamais effacé. Alirou Tchakala, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo, affirme qu'Alassane Ouattara est le mieux placé pour battre le candidat Henri Konan Bédié au premier tour et qu'il reste le candidat de l'unité du parti et que sa candidature éviterait une guerre des dauphins.
Mais c'est un monsieur qui doit être une très lointaine époque, quoi. Une race dangereuse il faut décimer cette race-là. Le monsieur qui a Adama Bictogo. Oui. C'est une insulte à la mémoire des jeunes qui ont eu à saigner, à donner une certaine chose. Mais vous allez nous dire que sans Bédié et sans Ouattara, la Côte d'Ivoire n'existerait plus. Mais ces jeunes qui ont tout le temps fait dans le sillage de ces gens-là, donc eux, leur sort, c'est d'être toujours derrière ces gens-là. Il va falloir que ces gens-là... Non, c'est un coup qui est en train de se préparer et il appartient à la jeunesse par des moyens pacifiques, par la ruse, de jouer le coup de ces vieux-là qui ont malheureusement leur avenir derrière eux, qui pensent qu'ils ont encore leur avenir devant eux. Du temps à vivre. Non, c'est des gens qui sont en train, ce beau pays-là, la Côte d'Ivoire risque de replonger à cause des turpitudes de ces octogénaires et consorts-là. C'est des gens, ils n'ont rien à proposer. Comment quelqu'un peut dire que c'est Alassane Ouattara seul qui peut maintenir la paix? Si ce n'est pas ça, la Côte d'Ivoire risque de basculer. Non, c'est pas normal, c'est pas décent de tenir de tels propos. On sait comment il est arrivé au pouvoir. À un moment, il faut accepter de sortir par la grande porte. Il y a des jeunes. Il y a Patrick Kachi, il y a Amadou Gon Koulibaly, il y a l'autre, Amadou Bakayoko. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres valeurs. Il y a le monsieur qui a eu problème avec EcoBank entre-temps là. Lui, il a quitté le navire. Il a maintenant avec le PDCI. Oui, mais eux aussi, ils n'ont qu'à parler à ces gens-là, à ces vieux, à ces dinosaures que non, vous avez fait votre temps. Laissez-nous aussi donner ce que nous avions comme énergie, ce que nous avions comme jus à la Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte doit sombrer, ça serait la faute de Ouattara et de Bédié. Non, je crois que c'est Honoré, ce qui risque de se passer, parce que la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian aux obsèques de Gon Koulibaly, attention, je crois que les consignes ont été encore données. Parce que, pourquoi Ouattara continue? Mais l'interview que Bictogo a donnée aujourd'hui sur RFI, écoutez, c'est un tapis, hein? C'est un tapis qui est en train d'être déroulé par rapport à cette situation. Moi, le fait que Yves était aux obsèques de Gon Koulibaly et qu'ils aient un tête-à-tête secret, c'est-à-dire entre Yves et Ouattara, on s'attendait que M. Bictogo puisse parler aujourd'hui. C'est lui qui parle souvent. Oui, c'est lui. Le pouvoir en Afrique, c'est ailleurs. C'est lui, ailleurs. Non, comme je le dis, on est en train de préparer encore un nouvel échec, d'accord, dans l'évolution démocratique de nos États, parce qu'une première génération devait s'effacer, elle a fait place, une certaine est venue, l'on ne prend pas le temps de préparer la prochaine génération. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est préoccupé que par son seul confort, et on ne voit pas l'avenir, ce qui peut se passer après soi, parce qu'on pense que on a des privilèges. Ce qui vous rend fort aujourd'hui vous rend faible demain forcément. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Sans oublier qu'effectivement, quand la démocratie était venue, l'on n'a pas eu à conclure le vrai pacte social avec les peuples et surtout aussi avec la métropole qui devait dresser les dents un peu par rapport à la liberté que les gens prenaient. Et on est en train d'aller vers un nouvel échec transitionnel qui se pointe à l'horizon. Parce que les 10, 15 prochaines 20 années qui vont arriver, quelle est l'Afrique démocratique, surtout en Afrique francophone, que nous voulons laisser aux générations qui viennent? Et ça, je suis très inquiet. 30 secondes pour chacun, pour finir. Aliro, vous avez aperçu le chef de l'État togolais la dernière fois aux obsèques de Gon Koulibaly. Il a porté pour la première fois le masque. Il a porté le masque. J'ai vu le buzz que cela fait. Ça veut dire que les Togolais s'intéressent de très près à leur président, à tout ce qu'il pose comme gestes et actes. Et avant, quand le président ne portait pas la bavette, le masque, c'est parce que ce n'était pas rendu obligatoire. Aujourd'hui, s'il y a une cérémonie où il doit y avoir foule, je parie que vous verrez le président togolais, même au Togo, porter la bavette. On attend de voir. Jacques? Non, je crois que vous savez que le taux par rapport à Côte d'Ivoire est tellement élevé. Donc il fallait pas prendre ce risque de ne pas porter les masques avant de rester au milieu de cette foule. Je crois que le fait de porter ce masque-là, déjà ça a rassuré les Togolais. Que le président Ali l'a porté,
s'ils n'avaient pas fait, mais c'était dangereux pour nous. Comme certains, si on ne savait pas faire, dès qu'ils sont rentrés, là, on devait les mettre en quarantaine. Mais ils ont porté C'est le titre de quelqu'un. Non, je crois que je parlais de modèle tout à l'heure. Voilà des signaux quand même qu'il faut souvent envoyer, d'accord, à la population. Donc, ils doivent être aussi en quarantaine au retour. Mais normalement, puisque c'est ce que la mesure prévoit, je pense que quand vous mettez une loi en place, il faut être le premier donc à la respecter. Mais maintenant, c'est-à-dire il y a un certain nombre de facteurs aussi qu'on peut évoquer, mais la loi s'impose à tous. Oui. Mais je pense que le fait de porter cette bavette-là et la réactivité donc des populations togolaises montre, comme le disait tout à l'heure Alirou Tchakala, le lien entre les populations et leur président. Et je pense que toutes les situations devaient être saisies par nos autorités comme ça pour créer, c'est-à-dire ce lien-là qui nous manque le plus souvent. Ici Fou Kenano, directeur de la publication de l'Estrade, il était avec Alirou Tchakala, directeur de la publication du Courrier de la République, et Jacques Dakoti, journaliste et analyste politique. L'émission a été mise en œuvre par Romari Freitas. On va se retrouver vendredi à partir de 16h. Bonsoir chez vous.